Ben Barka, clé de voûte de la conférence tricontinentale. C'est pour donner une assise politique à la convergence des mouvements de libération du tiers-monde que Mehdi Ben Barka est désigné pour présider une conférence internationale qui se réunira à La Havane, du 3 au 13 janvier 1966. Cette conférence réunira des dirigeants politiques, militants et révolutionnaires des trois continents Asie, Afrique et Amérique latine, Caraïbes. Mehdi Ben Barka définit lui-même les objectifs de cette conférence tricontinentale fondatrice: aide au mouvement de libération nationale, notamment au mouvement palestinien, intensification des luttes, y compris armées, sur les trois continents, soutien à Cuba, liquidation des bases militaires étrangères, opposition aux armées nucléaires, à l'apartheid et à la ségrégation raciale. La finalité est la libération totale. Rappelons qu'en 1957, une conférence de l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie s'est tenue à Accra, au Ghana. Près de 500 délégués, venus de 35 pays représentaient les mouvements de libération, les partis politiques et quelques États. Ismaël Touré, frère du président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, assisté de Mehdi Ben Barka, ont présidé la conférence d'Accra. La question soulevée alors par Ben Barka est de savoir si le mouvement afro-asiatique ne devrait pas s'élargir à Cuba, aux Caraïbes et à l'Amérique latine. La question fut de nouveau posée au Caire, en mars 1961, par la Commission sur le néocolonialisme, présidée par Ben Barka. À cette conférence du Caire, sous l'impulsion du Ghanéen Nkrumah, Ben Barka et Keïta, le Mali, la Guinée, l'Égypte et la Libye sont désignés comme lieux de refuge et de rencontre à tous les indépendantistes et révolutionnaires, y compris pour les latino-américains. Mehdi Ben Barka dans le viseur des dirigeants impérialistes. Éliminer Ben Barka, après le Congolais Lumumba et le Camerounais, Moumi est devenu une exigence majeure dans la répression internationale des insurrections du tiers-monde, qui ne recule devant aucune lâcheté. Un homme dont le projet est de réunir tous les chefs d'État. Progressiste, tous les dirigeants révolutionnaires sur les trois continents devient très dangereux pour les États-Unis et pour leurs vassaux européens. D'autant plus dangereux, qu'il a essayé un rapprochement entre Malcolm X et Luther King. En clair, Ben Barka veut réunir tous les mouvements afro-américains d'émancipation sous une même et unique bannière au risque de déclencher une guerre civile sur le sol américain. Ben Barka est alors suivi, traqué lors de ses déplacements par la CIA et le Mossad israélien. Des informations sont alors transmises à Paris et à Rabat. Il faut rappeler aussi que c'est Ben Barka qui a refusé l'installation de bases militaires au Maroc et les Américains ne sont pas près de l'oublier. En réalité, l'élimination physique de Ben Barka intéressait plus les Américains et leurs vassaux européens et israéliens que les autorités marocaines. Ben Barka est l'homme à abattre pour éviter le danger de la convergence des mouvements de libération du tiers-monde. En dépit de leur puissance, les impérialistes ne pourront jamais mener des guerres sur tous les continents et ne peuvent faire face à plusieurs soulèvements à la fois, soutenus par l'URSS et la Chine. Et c'est justement le projet inscrit dans les papiers de Mehdi Ben Barka. Ben Barka disait, je cite, « 5 guerres en Afrique plus 5 en Asie, plus 5 en Amérique, que pourraient faire les impérialistes? Rien, à part négocier et revenir à la raison. » Ben Barka piégé par le gouvernement français. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka est enlevé en plein jour à Paris par 2 policiers français, Louis Souchon et Roger Voiteau. Ben Barka a été invité à Paris, pour un projet de film sur la décolonisation, par le cinéaste Georges Franju, le journaliste Philippe Bernier et un agent du contre-espionnage. Mehdi Ben Barka croyait de bonne foi aux assurances exprimées par le biais des circuits politiques qui lui garantissaient la protection et la sécurité durant son séjour en France. Il se savait menacé, le ministère de l'Intérieur lui a donné toutes les garanties nécessaires pour sa sécurité. D'ailleurs, Ben Barka n'a manifesté aucune résistance lors de son enlèvement, selon un étudiant marocain Tamiz Emouri présent sur place. Les 2 policiers, carte professionnelle à la main, l'ont invité à monter dans une voiture officielle pour l'accompagner à l'Élysée où l'attendait De Gaulle. C'est donc une certitude, Ben Barka a été piégé de façon officielle et à très haut niveau.
Curieusement, dans une conférence de presse du 22 février 1966, De Gaulle minimise la part de la police française et qualifie l'enlèvement d'opération qui n'a rien que de vulgaire et de subalterne et accuse directement Hassan II et son ministre de l'Intérieur, le général Oufkir. Bien entendu que Oufkir et Dlimi ont appuyé sur la gâchette. Mais, qui leur a ramené Ben Barka sur un plateau? Pourquoi personne n'a assuré sa sécurité, comme à Moscou, à Pékin, à Alger, à Accra, à Genève ou dans toutes les autres capitales où il se rendait régulièrement? Patrice Lumumba disait, je cite, « Je vais être assassiné par la main d'un noir, armé par un blanc ». Qui a armé la main du ministre de l'Intérieur Oufkir ou du directeur de la Sûreté nationale, Ahmed Dlimi? Qui a donné l'ordre à la police française d'enlever Ben Barka? Pourquoi De Gaulle a essayé de protéger son ministre de l'Intérieur, patron de la police, Roger Frey? On ne dit pas officiellement jusqu'à quel niveau la République française a été impliquée dans l'assassinat de Ben Barka, alors que l'enquête judiciaire mène rapidement à des hommes politiques français, des policiers et des voyous. Une série de procès, menés par des juges totalement soumis, aura lieu dans une parodie de justice qui ne donne rien de concret. Juste avant le procès qui commence le 5 septembre 1966, Georges Figon s'est suicidé avec pas moins de 4 balles dans la tête, ainsi que les avocats de la famille Ben Barka. De qui se moque-t-on? En tout cas, la France et le Maroc ne sont dans l'affaire de Ben Barka que de simples exécutants zélés à la solde de la CIA. Ni Hassan II, ni De Gaulle n'ont un intérêt vital dans l'élimination physique de Ben Barka. Bien sûr qu'il voulait donner une autre orientation à la politique de son pays, mais dans un règlement global qui intègre tous les pays du tiers-monde, jamais et à aucun moment, Ben Barka n'a cherché à renverser la monarchie. Quant à la France, en 1965, elle a perdu quasiment toutes ses colonies au profit des puissances américaines et soviétiques. Désormais, Mehdi Ben Barka sait que le bailleur et le moteur du néocolonialisme sont les États-Unis. Par conséquent, quoi qu'ils disent, ni De Gaulle, ni Hassan II ne pouvaient refuser l'ordre donné par l'incontrôlable patron de la CIA, William F. Raborn. C'est comme ça. C'est toujours la loi du plus fort, et c'est un fait, les États-Unis étaient plus puissants que la France et le Maroc. Quoi qu'il en soit, le gouvernement français de l'époque a tout fait pour que la vérité soit cachée, et les gouvernements successifs n'ont pas véritablement aidé à ce qu'elle soit connue. Ce qui est sûr, c'est que Foccart, le secrétaire de Gaulle pour les affaires africaines est parfaitement au courant, tout comme Papon, le préfet de police de Paris. Ce qui est encore sûr, c'est que toutes les retranscriptions des écoutes téléphoniques de la bande des assassins de Ben Barka, qui ont été retrouvées, ont été données avant l'accomplissement de l'assassinat à Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et à Georges Pompidou, le premier ministre de Gaulle. De Gaulle a donc bien laissé effectuer ce crime sur le sol français avec les services de la police française. D'ailleurs, sans en accuser De Gaulle, Hassan II ou une toute autre personne, pour des raisons similaires qui ne concernent que Washington, d'autres ont aussi été assassinés en 1965, le Premier ministre d'Iran, Ali Mansour, est tué le 22 janvier, Humberto Delgado, chef de l'opposition portugaise, le 13 février, Malcolm X, le 21 février, le vice-ministre de la Défense du Guatemala, Ernesto Molina, le 21 mai, Patrice Lumumba, en 1961, Félix Roland Moumié, en 1960, Che Guevara en 1967, Luther King en 1968, Amilcar Cabral en 1973, etc. Les années 60 étaient la décennie la plus funeste pour tous ceux qui voulaient changer le désordre du monde, dont les 7 milliards des habitants de la planète en paient le prix en 2023. Sans le savoir, aujourd'hui même, les populations occidentales subissent de plein fouet les conséquences de ces meurtres. Bref, le 5 juin 1967, la justice française condamne Oufkir par contumace, mais Akib Dimi, et tous les protagonistes français, à l'exception des Barbouz, Lopez et Souchon, à qui on fait porter le chapeau, et qui sont condamnés respectivement à 8 et 6 ans de prison. Ben Barka, Lumumba, Moumié, Fanon, Ben Midi, Nkrumah, Keïta, Guevara, Malcolm X et tous leurs compagnons qui se sont sacrifiés ont semé les graines de la liberté et de l'émancipation des peuples opprimés, de tous les peuples malmenés. Ces graines commencent à pousser ça et là sur tous les continents, y compris européens et américains. Jamais leurs noms, leurs idées et leur courage n'ont été à ce point évoqués qu'en ce début du XXIe siècle. L'histoire, la vraie, comme la nature ne peuvent être trompées et ne peuvent tromper. Elle rend toujours à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ainsi,